quoi. Exactement. Après, tu es là, tu lis les échos, tu dis: «Ah Ah, j'ai bossé drôle, sur ce deal. j'ai bossé sur le deal là, ça m'a valu Tout à quelques fait. nocturnes, mais j'ai» tu vois, le BCG, en une phrase, ça serait un peu genre j'ai l'impression que les gens là-bas font leur travail très sérieusement, Oui. mais sans se prendre au sérieux. Sortie d'école où c'est extrêmement bien rémunéré. En ordre d'idée, on commence sortie d'école, donc au grade associate, Oui. tu es dans une fourchette de le métier du private equity, fonds d'investissement. Si tu as pas fait en amont de la banque d'affaires ou du conseil en stratégie, Compliqué. limite on va même pas te regarder quoi. Les métiers du conseiller en strat, c'est vraiment pas ça. Que ce soit MBB ou autre, hein. Entre un top 3 école de commerce ou un Sciences Po, in fine, que ce soit les métiers de la banque d'affaires ou du conseil en stratégie, peut-être exception pour McKinsey, et encore, hein, t'as quand même des Sciences Po chez Mac, t'auras la même reconnaissance. Oui, t'as des target school, top 3 Ingé, top 5 commerce, Sciences Po. Je pense aussi que t'as aussi Dauphine, hein. J'ai une personne en tête de Dauphine, en l'occurrence au BCG, mais t'as aussi, tu vois, par exemple UPenn dont je te parlais. C'est facile, il suffit que tu fasses 2-3 recherches sur l'IA et en fait, toi, ta due diligence, tu l'as finalement. J'aimerais bien que ce soit Pour aussi facile. schématiser. J'aimerais bien que ce soit aussi facile. Je me rappelle très bien, j'étais au ski et j'ai la RH qui m'appelle. Quand elle m'a dit que bon bah c'est bon Alexandre, ça l'a fait, tu commences en juin, tu me diras quand tu devras venir récupérer ta bouteille de champagne. Enfin, moi j'étais Ah oui, carrément. j'étais aux anges, quoi. J'étais en mode j'étais vraiment sur un petit nuage. En gros, j'arrive aux alentours de 9h et tu finis je dirais en moyenne de façon en moyenne lycée. Ouais, je dirais 21h30 quoi. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Jeune Deep qui revient en profondeur sur les parcours, les études et surtout les carrières des jeunes diplômés des grandes écoles d'ingénieurs de commerce et des universités françaises. Donc ce nouvel épisode est en partenariat avec la plateforme Trainee qui prépare gratuitement depuis 2021 un peu plus de 15 000 étudiants et jeunes diplômés aux carrières du monde corporate en audit, finance et conseil. Aujourd'hui, je reçois Alexandre Mouton, diplômé Sciences Po. Je suis très content déjà de te recevoir depuis le temps qu'on en parlait, qu'on échangeait sur tous ces sujets-là. Alexandre, aujourd'hui, on va parler de plein de choses, notamment de ta scolarité depuis le bac, de tes études dans cette maison qu'est Sciences Po, mais aussi et surtout du conseil en strat, hein, parce que donc, tu es aujourd'hui, c'est quoi du coup, Ouais, associate c'est ou ça, voilà, associate, tout à fait. associate au BCG, Mhm. donc, un des gros cabinets de conseil en strat, mondialement connu. Écoute, comme le veut la tradition, je te laisse te présenter déjà en quelques mots, nous dire qui tu es, voilà, de manière assez succincte. Super. Salut Benjamin. Bah écoute, merci déjà pour l'invitation. Ravi d'être là. Donc moi c'est Alexandre Mouton. J'ai 25 ans. J'ai été diplômé de Sciences Po où j'ai fait mon bachelor et le master. Donc j'étais diplômé en juin 24 Ouais. et j'ai intégré depuis aussi en juin 24 le Boston Consulting Group. Donc ça va faire maintenant plus d'un an et demi que j'y suis. Donc, ravi de répondre au mieux, j'espère, à toutes les questions que tu auras. Bon, ça va, t'as l'air en forme. Donc Ça va? apparemment, Bah oui, ça va. le conseil en strat, ça va, ne nuit pas apparemment aux gens. C'est une bonne chose. On va y revenir. Moi, j'aimerais bien revenir déjà sur ton parcours depuis le lycée. Mmh. Hein, donc tu passes ton bac. Il me semble que Mmh. tu l'as avec mention quoi, très bien. Félicitations du jury. Voilà. Exact. Donc, là, on a un bon élève déjà. Comment tu fais ton choix à partir du lycée voilà, qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce qui t'intéresse? Et qu'est-ce que tu finis par choisir et pourquoi? C'est une bonne question. En fait, donc moi j'ai fait une terminale ES, enfin à l'époque ça s'appelle ES, Tienne, ouais, à ok. l'ancienne. Jamais je me serais cru dire à l'époque. Hem et j'étais à Janson-de-Sailly, et en fait, j'étais un peu intéressé par toutes les matières, c'est-à-dire, l'histoire, la géo, l'économie, j'ai fait ES mais pareil, je n'avais pas non plus d'aversion aux mathématiques, donc j'étais un peu Ok. intéressé par tout. Mais je dirais quand même le déclic, c'est mes professeurs de première terminale, la matière SES, donc tout ce qui est économie, c'est là où ça m'intéressait énormément. Donc je me suis dit: «Bon, je pense que si je m'oriente post-lycée, ça sera soit une prépa pour faire rejoindre une école de commerce, Ok. soit Sciences Po», et en l'occurrence, ça a été Sciences Po. Donc tu étais déjà intéressé par toutes les carrières peut-être un peu business ou pas du tout, tu connaissais pas? Alors je m'y connaissais pas encore énormément, hein, je vais pas te mentir, quand j'étais en terminale, tu vois, les métiers de banquier d'affaires, les métiers de consultant en stratégie, je crois que j'en ai genre jamais entendu parler, genre j'étais pas du tout renseigné. Ouais. Mais en fait, par contre, ce que je m'en souviens très bien, c'était je voulais
que dans mon post-lycée, ça soit quelque chose hyper large où je voulais pas me fermer de porte. Ok. Et vraiment, je voulais me fermer zéro porte parce qu'en fait, la vérité, c'est que je savais pas encore du tout Ouais. ce que je voulais faire. Ouais. Et ça, jusque très Bah, tard, ce qui est normal, ce qui hein. est Ouais, ce qui est normal. normal. Donc, c'est pour ça que je suis allé Ok. plus vers Sciences Po. Et pourquoi avoir choisi Sciences Po Paris plutôt qu'une prépa finalement? Bah, en fait, c'était, je savais que potentiellement les carrières, business, ça pouvait m'intéresser, mais je voulais quand même élargir, le périmètre et tu vois, à Sciences Po, ensuite en master, tu peux, rejoindre ces carrières business que tu aurais faites avec une prépa ECE puis une école de commerce. Mais tu as aussi les métiers de, tu vois, de diplomatie Oui. qui aussi me faisaient de l'œil, tu as les métiers aussi du renseignement, tu as un master dédié à Sciences Po. Donc c'était vraiment un peu cette pluridisciplinarité, Ok. le maître mot qu'on entend souvent à Sciences Po, mais in fine, c'était vrai. Ouais, Donc ce qui est c'est vrai, ouais. ouais, donc c'est pour ça qu'en fait, j'ai choisi Sciences Po. Ok, donc du coup, c'était l'idée de laisser toutes les portes ouvertes et pas forcément de t'ancrer directement sur les business schools, en fait, finalement. Exactement, Ok, c'est ok. vraiment ça, c'est Ah, ok. vraiment ça. Je voulais le champ des possibles le plus vaste. Donc, t'as intégré quel campus en bachelor? Paris, Ok, Paris, Paris directement. Ok, Paris d'accord. directement, ouais. J'étais Paris parisien de directement, base, ouais. j'ai un peu choisi la facilité là. J'avais mes amis, ma famille à Paris, Ok. j'aime beaucoup cette ville, donc donc je Ouais. suis resté, j'ai fait Paris. Et donc là, essaie de te projeter quelques années en arrière. Ouais, Tu arrives en première année de bachelor. ouais. Comment ça se passe? Voilà, tes premiers jours, tes premières semaines à Sciences Po. Je m'en rappelle que en fait, je crois que j'en ai un super souvenir, c'est-à-dire quand on arrive, on est un peu dans des, parce qu'on est beaucoup, hein, enfin en première année, je sais pas, on arrive dans un amphithéâtre, l'amphithéâtre, Ok. bah, que tu as connu, Émile Boutmy. Je sais pas, il y avait au moins 500 personnes, c'était une rentrée, qui pouvait être un peu impressionnante dans ce grand amphithéâtre. Mais in fine, c'est quand même bien fait parce que tu étais directement affilié à des triplettes, donc des petits groupes de, 15-20 personnes et in fine, bah, ça c'est, cette triplette-là, ça te suit, pendant, 1 année et donc en fait, bah, c'est devenu mes amis quoi Ouais, et 7-8 ans après, c'est encore, des amis et toujours. j'ose espérer des amis pour la vie mais donc en gros, très bon souvenir, genre oui, il y a beaucoup de monde, oui, c'est une rentrée assez solennelle, Ouais. mais tu es quand même un peu cocooné avec ce dispositif de, groupe de 20 personnes, tu as des, je sais pas, des goûters qui sont un peu organisés, on allait au jardin du Luxembourg, il y avait des jeux, donc Ouais. franchement, Ok. j'en garde un très bon souvenir. Ok. Est-ce qu'il y a une matière qui t'a marqué et ou un prof en particulier? Alors, moi, quand j'étais au bachelor, une matière qui m'a marqué dès la première année et ce qui a fait que la deuxième année, donc la L2, je me suis spécialisé dans cette discipline, c'était les humanités politiques. D'accord. Donc en fait, donc c'était, Frédéric Gros, l'enseignant de cette discipline. En fait, ça équivaut un peu à de la philosophie Ok. et j'ai trouvé ça passionnant. Il avait même je lui ai sorti un livre, Désobéir et non, je trouve que tu vois, la philosophie, c'est quelque chose qu'on étudie en terminale au lycée, mais assez tardivement, hein, parce C'est vrai. que en Ouais, ouais, terminale. ouais. Et je trouve que refaire une piqûre de rappel dans le supérieur, c'est quelque chose qui m'avait bien plu. Ok. Et donc tu pars à l'étranger aussi, qu'à la fin de ton bachelor. Mhm. Donc tu fais quel choix? Tu pars où? Écoute, là, c'était l'année Covid et moi, je devais Ouais. partir en Chine, à Shanghai. Ok. Donc, l'année Covid, Shanghai, pas le meilleur endroit. Ouais, j'imagine. Donc, ça s'est pas fait. Mais je suis allé à la place à Barcelone, Ok. à l'ESAD, c'est l'équivalent Ouais, d'une bien sûr, business ouais. school Très, très connu, là-bas. hein. Et c'était super. Enfin, j'en garde un super souvenir. Alors, je suis pas parti une année, je suis parti un semestre. Ouais. Mon premier, l'autre semestre, c'était faire à distance, quoi, à Zoom. Via Zoom et le second semestre à Barcelone et c'était génial quoi, vraiment l'ambiance un peu Erasmus qu'on peut s'imaginer, j'en garde vraiment un très bon souvenir aussi, ouais. Toi, qu'est-ce que tu penses d'un point de vue voilà, pédagogique pour une école comme Sciences Po de Mmh. faire partir tout le monde comme ça, là, en dernière année de bachelor à l'étranger? Franchement, c'est génial, Ouais. c'est-à-dire que, moi tu vois, ça fait quoi? Ça fait un bout de temps que là je suis plus à Sciences Po, mais j'ai quand même encore ce chiffre-là, genre qu'il y avait à mon époque 471 universités partenaires dans le monde Oui, c'est entier. énorme. C'est énorme. Mais dans tous les pays. Moi, j'ai des amis, qui sont partis en Écosse, des amis sont partis en Suède, des amis en Angleterre, d'autres, enfin aux US, vraiment partout et je trouve que c'est hyper riche, quoi. Ouais, Quand tu es étudiant de Sciences Po, tu as fait 1 an, 2 ans sur le campus, bon, tu et après au bout de la troisième année, ça vient parfaitement au bon moment. Tu as un peu une envie d'ailleurs, ouais, tout à fait. Ouais. donc c'est juste une offre, je pense qu'il y a sûrement d'autres écoles, hein, qui proposent ça, mais en tout cas, je trouve ça extrêmement riche et ça c'est vraiment clé, quoi. Ça tombe à Tu vois, pic. après on retourne en master alors, où est-ce que tu as fait ta 3A pour T'as troisième trois a année? ta fameuse. Non, Ouais. c'est excellent, genre c'est un super format, je trouve.
Et donc, bah, on y vient, là, le master. Donc, on disait tout à l'heure en off hein, que l'immense majorité en fait, des étudiants de bachelor de Sciences Po poursuivent à Sciences Po Mm. après leur bachelor, donc en master. Oui, Comment ça se passe? Donc, tu choisis le master dans lequel tu vas aller. Donc, toi, en l'occurrence, tu as choisi le master finance et stratégie. Mm. On appelle FinStrat hein, Exactement, ouais. en Finstrat interne, pour les intimes. pour les intimes, exactement. Pourquoi? Déjà, pourquoi tu as voulu choisir ce master-là? Est-ce que tu as hésité avec d'autres masters aussi? Alors, il y a deux bonnes questions. Pourquoi j'ai choisi ce master-là? C'est parce que un peu dès la, je sais pas, je dirais deuxième année et aussi en troisième année à l'ESAD, j'avais pris des cours un peu d'analyse financière. Ok, Dès la deuxième année, pareil, à Sciences Po, on commence un peu à choisir certains électifs. On pouvait prendre des cours de finance. Et donc déjà, j'ai senti que dès mon bachelor, donc sur mes 3 premières années, les métiers un peu business commençaient ou du moins les matières, ça m'intéressait. d'accord. Donc je me suis dit, c'est assez logique de m'orienter plus tard, enfin de m'orienter dans ce master-là. Après la question, est-ce que j'ai hésité? Oui, j'ai hésité. Il y a un autre master, qui s'appelle sécurité et défense. C'est dans l'école Ok, affaires ouais. publiques et ce master-là, pareil, passionnant. On Ça va être des cours sur, le contre-terrorisme, ça va être, des cours, enfin sur les métiers du renseignement et ça, c'est vrai aussi, c'est quelque chose qui me faisait bien de l'œil. Donc j'avais un peu hésité entre ces 2 masters mais à la fin, je me suis quand même dit: «Bon, on va plus s'orienter, vers les métiers du conseil, de la finance», parce que, Ok, ouais, ouais. je savais pas encore précisément où est-ce que ça allait m'amener si j'allais plus en sécurité défense, quoi. Bah, choisir, ça va renoncer aussi. Hein, donc, Exactement, ouais, exactement. donc, les critères, sur quoi est-ce que Sciences Po en fait, se base pour admettre ou non? Est-ce que c'est assez facile d'obtenir le master qu'on veut? Est-ce qu'il y a des masters plus sélectifs que d'autres à l'issue du bachelor? Quels sont les critères vraiment Mmh. d'admission? Alors en fait, quand on est à Sciences Po, quand on était déjà à Sciences Po pour le bachelor, Ouais. in fine, on a le master qu'on veut. C'est pas comme, je sais pas, je sais que parfois dans les facultés de droit, pour avoir son M1 ou son M2, genre vraiment faut se bagarrer. Là à Sciences Po, moi j'étais à Sciences Po au bachelor, je voulais master finance et stratégie. Tu l'auras. C'était vraiment enfin une formalité quoi, hein, de dire c'est cette option, enfin c'est ce master-là que je D'accord, veux. ok, ok. T'as pas à te bagarrer, on va pas regarder tes notes, on va pas s'intéresser à l'harmonie de ton profil. Est-ce que tu as bien choisi un peu en amont des cours de Oui, finance? Ça, c'est pas du tout ça. Ensuite, après, tu peux avoir, tu as des masters qui sont très sélectifs. Tu as le master droit finance qui est sélectif. ouais. Ensuite, des doubles diplômes avec HEC, avec Saint-Cyr Coëquidan. Master affaires publiques, du coup, avec HEC. Exactement, Ok, ouais. exactement, tout à fait. Auquel, je devrais pas le dire à la caméra, mais auquel j'avais postulé et j'avais été refusé. Et c'est OK, ça arrive. Ça- C'est OK, on tu peut vois. finir, on peut finir au On BCG peut aussi. finir au BCG sans avoir fait ce double Ouais. diplôme. Ouais, il est sexy sur le papier aussi. Il est Comme très sexy sur le papier et je suis sûr que, il est même, sur le fond extrêmement intéressant. Moi, en l'occurrence, ça l'avait pas fait. Sur le moment, j'étais un peu tristoun, mais c'est OK, je m'en suis remis et ce qui ne tue pas rend plus fort, on va dire, tout à maintenant. fait, ouais, c'est une Voilà, donc mentalité, ça. voilà. Donc en vrai, tu as les diplômes doubles diplômes qui sont sélectifs. Tu as le master joint droit finance qui est sélectif. Ouais, Je crois que tu as les masters aussi d'école du journalisme, qui est assez sélectif. ouais. Mais à part ça, tu C'est as un open. peu le master que tu veux, quoi. C'est open, ok. Mmh. Alors, parlons un peu de ce master Finstrat. Comment il est composé? Donc, il me semble que tu as une spécialisation plutôt finance ou une spécialisation stratégie. Mmh. Ça intervient à partir de la quoi, deuxième année, première année du master? C'est ça. En fait, le master Finstrat, il est en 2 ans. Tu as le M1 et le M2. Le M1, c'est généraliste, à la fois des cours de finance et à la fois des cours de stratégie. Ok. Et c'est par contre en M2 où là, tu dois te spécialiser avec mention finance ou mention stratégie. Mais donc, ouais, Ok. c'est en M2 on se spécialise. Donc, toi, tu commences, et puis finalement, tu commences par des expériences un peu plus axées finance, hein, si Mm. je dis pas de bêtises. Est-ce que tu peux nous refaire un petit peu, à partir de ton entrée en master, voilà, bah, les cours que tu découvres qui t'intéressent bien, les premières expériences pro que tu peux. Tu as pris une césure entre le J'ai pris une master 1 et césure. le master 2, comme la plupart des Mm, étudiants. mm, Voilà, quelles ont été tes expériences d'abord, mm. pour ensuite arriver plus sur la fin du master 2? Bien sûr. Bah, en fait, entre mon M1 et mon M2, j'ai pris l'année de césure où je m'étais Ouais. orienté vers les métiers plus du M&A, donc de la banque d'affaires. Mergers and Acquisition, donc Exactement. fusion-acquisition. Mergers Acquisitions. Voilà, ok. J'ai fait ma première partie de césure, donc mes 6 premiers mois, dans une boutique M&A mid-cap, donc c'était chez Alantra. Ok. Et ma deuxième partie de césure, là, je l'ai fait dans plus une banque, enfin, c'était à la BNP en large cap. Donc, mid-cap, large cap, c'est lors des transactions, quel est l'ordre de grandeur en termes de deal, quoi. Donc, les entreprises en large cap, lors d'une transaction, bah, le montant est beaucoup plus élevé, peut-être en milliards ou autre. Donc, voilà, ça, c'est un peu le mid-cap, large cap. Donc Donc, c'est des deals plus excitants en large cap?
Et bah, c'était sur le papier la raison pour laquelle, après ma première expérience chez Alantra, je me suis dit: «Bon, bah, oui, sur le papier, en gros, c'est des deals, plus excitants, c'est des deals dont on entend parler dans la presse, les échos, enfin, c'est des deals qui concernent des boîtes du CAC 40». Alors que, tu vois, dans le mid cap, j'en garde une excellente expérience, tout comme en large cap, mais c'est plus des PME, des C'est ETI ça, que OK. monsieur tout le monde ne connaît Alors, pas, large tu cap, tu vois? as vraiment un peu les insights avant tout le monde C'est de ce qui va ça, se passer, voilà, c'est ça. quelques Après mois plus tard, quoi. exactement, après tu es là, tu lis les échos, tu dis: «Ah «Ah, j'ai bossé drôle, sur ce deal». j'ai bossé sur ce deal-là, ça m'a valu Tout à quelques fait. nocturnes, mais j'ai travaillé Et sur ce tu as pas le deal-là». droit de le dire à tes potes, bien évidemment. Et évidemment, on a Ouais, pas le c'est dire à ça, ses tout à potes. fait, ouais, ouais. Donc ça, c'était un peu la césure que j'avais faite, ouais. OK. Assez, uniquement de la banque Ouais. d'affaires, en Alors, fait. en parlant d'école, d'ailleurs, une petite question tout à l'heure Ouais, sur laquelle je suis passé un peu trop vite. ouais. Sciences Po Mmh. vs une business school du top 3. Oui, Avec un peu de recul, pour les oui, métiers du business, banque d'affaires, conseiller en strat, par exemple, ouais. qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que Sciences Po est au niveau de ces business schools-là, en termes de formation peut-être, en Mmh, termes de reconnaissance employeur aussi? mmh, Est-ce que, par exemple, si je suis admis dans un top 3 ou top 5 mmh. des écoles de commerce, je peux les refuser pour Sciences Po, par exemple? Écoute, c'est un choix qui t'appartiendra. Moi, je pense que ça dépend vraiment de ce que tu recherches. Si ce que tu recherches, c'est vraiment que les métiers tu vois, de la finance ou du conseil, que les métiers business qui t'intéressent, que tu as toute la partie. In fine, une école, c'est un endroit où tu vas faire 3 à 5 ans. Donc, il faut que tu t'y retrouves un peu dans ce que tu vas retrouver dans cette école. Si la partie philosophie, la partie sciences sociales, la partie euh, géopolitique, ça t'intéresse pas tellement et que toi, c'est les métiers de business qui t'intéressent, Ouais. bah, j'ai envie de dire, fonce dans ce top 3, top 5 d'une école de commerce. À l'inverse, si bah, tu sais pas encore forcément ce que tu veux faire, si tu es curieux, si c'est des matières qui t'intéressent énormément, même si tu sais que tu vas pas forcément évoluer dans ce milieu-là, ce qui était mon Ouais. cas, je savais que ça m'intéressait, mais tu vois, j'allais pas forcément faire mon métier. Moi, je suis hyper content d'avoir fait ce choix-là. Et, C'est les mêmes opportunités, finalement. et ensuite, en termes d'opportunités, marque employeur ou autre, entre un top 3 école de commerce ou un Sciences Po, in fine, ce sont les métiers de la banque d'affaires ou du conseil en stratégie, peut-être exception pour McKinsey, et encore, hein, tu as quand même des Sciences Po chez Mac, tu auras la même reconnaissance. Mmh. Donc, oui, oui, non, non, c'est Donc, il y a vraiment. donc l'EMI de Sciences Po pourrait être finalement dans un top 3 élargi des écoles de co. Ouais, c'est une Bien discussion sûr, ouais, intéressante parce bien que, sûr. tu vois, moi, c'est mon domaine, hein, les Oui, écoles de commerce, j'y suis depuis une dizaine bien d'années sûr, ouais. maintenant. Je m'intéresse beaucoup au strat. D'ailleurs, on fait de la stratégie. Mhm, On a un cabinet de conseil où on accompagne des écoles de commerce. trop bien, On a fait un tiers des écoles de commerce post-prépa en termes d'analyse strat. Et génial. ce qu'on remarque beaucoup, c'est que il y a un peu une sciencepisation des écoles de commerce, dans le sens où beaucoup vont lancer leur School Mhm, of, mhm. exemple ESCP, School of Governance, par D'accord, exemple, tu vois, ok. ESCP, School of Public Affairs. D'accord, ok. Ça, c'est le modèle Je de sais Sciences pas. Po. Ouais, Tu carrément. vois, Sciences Po, école des affaires publiques, Mm, école du management et de l'impact, mm, école du journalisme, mm, etc. Donc il y a ça, il y a bien sûr tout ce qui va toucher au sens social. mm. Maintenant, les écoles de commerce vont se dire. Donc finalement, les écoles de Bah, commerce viennent un peu sur le modèle de Sciences bah, tu Po. vois, ouais, c'est Peut-être que Sciences Po pourrait aller sur le modèle des écoles de commerce aussi en allant les concurrences davantage, tu vois. exactement, ouais. En tout Ouais. cas, moi, je pense que Sciences Po et les étudiants de Sciences Po n'ont pas du tout à rougir face à tu vois, un top 3. Ouais, ouais, c'était un point Ça dépend, que je voulais ça soulever. dépend vraiment de ce que tu Ouais, recherches, en ouais. fait. Je pouvais pas te recevoir sans Non, parler de ça, mais tu vois. Excuse-moi, t'as bien raison, c'est, Benjamin, t'as pour moi, c'est bien raison. important. Donc, qu'est-ce que tu penses de ces expériences en M&A avec un peu de recul? Extrêmement, alors, extrêmement formateur au sens où ouais, ça va être l'école de la rigueur, quoi. Ouais. Oui, le rythme, il est extrêmement intense et c'est vrai, hein, ça l'est, mais in fine, ce que j'en retiens, c'est que, bah, tu ressors quand même bien formé. Enfin, en termes de hard skills, je sais pas, enfin, PowerPoint, Excel ou autre. Ce sens business-là, parce que tu fais quand même des deals. Moi, j'étais dans 2 banques, généralistes, donc je faisais des deals, dans le secteur de la santé, puis ensuite dans le secteur, plus, de l'industrie, Oui. puis ensuite dans le secteur, de la grande consommation. Donc tu vois, tu as un peu un sens business où tu dois, passer d'un secteur à l'autre. Donc in fine, ouais, rigoureux, c'est pas facile, hein. Franchement, il y a des jours où tu es là, la journée ne finit plus, quoi. La journée est très longue, ou les nuits très courtes. Mais in fine, je dirais que c'est une bonne école de formation, et deux, c'est un bon tremplin après, je trouve aussi, quand tu veux faire autre chose, quoi. Donc, tu as fait tes stages en M&A. Tu nous parles un peu des horaires?
On peut parler des horaires, exactement. Nos tabous, c'est le maître mot. C'est Écoute, les horaires, en moyenne, tu commences un peu entre 9h et 9h30. d'accord, OK. Et après, à l'heure à laquelle tu finis, bah ça varie, hein. Il est arrivé des fois où tu vois, je sais pas, un jeudi au vendredi, parfois à 20h, tu poses le stylo. Mais il arrive des fois aussi où encore à 3h du matin, tu es encore là, veille de Noël, quoi. Comment ça se fait? Pourquoi on travaille si tard en M&A? Bah, je dirais que en fait, c'est des métiers de service. Donc, ton client, il va payer une prestation à des tarifs assez pharaoniques. Enfin, Ouais. donc déjà, il s'attend à ce que tu sois un peu, pas corvéable à merci, mais presque tout le temps à sa disposition, quoi. Et parfois, dans un deal, il faut le faire assez rapidement. Donc, on va essayer de condenser ta charge de travail. C'est ça, Parce que si OK. ça prend trop de temps, après, ça va fuiter. Donc, potentiellement, le deal se fera pas. Tu as aussi le fait que bah, parfois, les personnes plus seniors dans la banque ont des rendez-vous clients, des meetings clients dans l'après-midi. Donc, en fait, ils vont venir te donner ta to-do seulement en fin d'après-midi. Des Ouais. choses comme. Enfin, c'est le métier qui veut ça aussi. Donc, C'est admis en interne, c'est-à-dire c'est pas un sujet, bah, en tout cas, dis-moi? tu sais que quand tu vas dans ces structures-là, tu sais que tu vas pas faire du 9h-17h. C'est ça, Ça, tout à fait. c'est admis. Tu sais un peu pourquoi tu signes. Donc Après, il y a une différence. pourquoi ça attire autant alors, autant de monde, selon toi? Écoute, c'est une bonne question. Je pense que le côté un peu tremplin pour ensuite faire autre chose, ça intéresse. Ouais, Je pense aussi, très honnêtement, de façon assez prosaïque, c'est des métiers sortis d'école, c'est extrêmement bien rémunéré. ouais, Donc, tu vois, je pense OK, que ouais, tu ouais. peux aussi, voilà, je sais pas si tu as un gros prêt étudiant à rembourser, si tu te dis, bon, bah voilà, pendant 2 ans, je veux charbonner, mais au moins, je sais que je vais gagner tant. Voilà, après, c'est un OK, arbitrage personnel à faire. OK, tout à fait. Moi, pour plusieurs raisons, je me voyais pas continuer, à temps plein dedans, donc c'est pour ça qu'après je me suis bifurqué vers le conseil. Pour terminer un peu ce chapitre sur le Mmh M&A, mh. pour illustrer vraiment quelqu'un qui entend ce mot pour la première fois ou qui s'y projette, si tu devais illustrer vraiment de manière très, Mmh. pratico-pratique une journée en fait en M&A, Mmh. ça consisterait en quoi? Mmh. Écoute, je vais t'illustrer la journée et je vais en une phrase te dire aussi un peu à quoi ça correspond, comme si je devais expliquer le métier de M&A à ma grand-mère. Exactement. Et bah, ça serait en fait le M&A, tu es un agent immobilier. Tu es un agent immobilier, enfin, j'espère que ceux qui sont en banque d'affaires vont pas mal le prendre, mais c'est eux-mêmes qui le décrivent comme ça. Donc, en fait, tu es un agent immobilier, mais pour les entreprises. C'est-à-dire, tu as une entreprise qui vient te voir et qui veut dire, moi, soit je veux en acheter une autre, comme toi, demain, tu viens me voir et tu me dis, je veux acheter tel autre appartement, ou à l'inverse, j'ai telle entreprise, je suis fondateur de telle entreprise, je veux la vendre, comme si genre tu es détenteur des propriétaires d'un appart, tu veux le vendre, et bah tu vas voir non pas une agence IMO, mais une banque d'affaires qui va avoir le mandat, tu vois, on parle de mandat comme dans l'immobilier, pour soit un mandat buy side, donc c'est quand tu veux Ouais. accompagner un client pour acheter l'entreprise, ou un mandat sell side, quand tu vas accompagner un client pour vendre son entreprise. Donc voilà, je dirais que ça c'est un peu la définition 101 que je donnerais à ma grand-mère. Et ensuite, en quoi ça consiste? Bah, tu arrives à 9h, je sais pas, de 9 à 12, tu vas travailler sur une présentation PowerPoint, parce que tu dois justement construire, quand tu veux vendre l'entreprise, tu dois faire un document un peu sexy qu'on appelle un information memorandum, OK. un info mémo, qui retrace un peu tout l'historique de la boîte, quelles sont ses forces. On va moins parler de ses faiblesses, parce que si tu veux vendre, tu dois rendre ça sexy. Donc, tu vas travailler sur l'info mémo de 9 à 12. Ensuite, tu vas avoir potentiellement des calls clients avec bah, justement le fondateur de l'entreprise qui va te donner un peu des insights sur qu'est-ce qui fait un peu la force de sa boîte. Donc, je sais pas, ton call client, tu vas peut-être avoir je sais pas, de 13 à 15. OK. Et puis ensuite, une fois que tu as eu ce call client-là, bah, les éléments que le client t'a prodigués, ces inputs, va falloir les mettre dans ta presse. Donc, tu vas peut-être retravailler dessus de 15 à 20 heures. Puis ensuite, tu vas faire ton point avec ton manager. Il va te dire, ah bah ça, faisons plus. Il va te faire passer ses comments. Donc, en mode, faisons ça différemment. Ça, tu enlèves, ça sert à rien. Tu vas peut-être faire un peu l'Excel à côté. Donc, je sais pas, 21, 23, parce que, admettons, de 20 à 21, t'as dîné. Et puis ensuite, 23, tu lui rends le truc et bah, si ça finit bien, tu rentres chez toi ou tu continues encore un peu plus si jamais D'accord. il y a une urgence. Voilà, un peu grosso modo comment Et bah, peut être c'est plus composée une concret. journée. Bah, merci beaucoup pour ces infos là qui intéresseront, je pense, pas mal de monde plutôt, hein, tes finances. Mais donc toi, tu te dis finalement,
La finance, j'ai bien aimé, voilà, c'était l'école de la rigueur, comme tu l'as toi-même Exactement. dit, mais je choisis plutôt en Master 2, finalement, la spécialité Strat à Sciences Mm. Po. Donc, tu diriges un peu plus vers les métiers du conseil. À quel moment tu t'es dit, finalement, moi, c'est plutôt le conseil qui m'attire? Parce qu'on dirait que c'est un peu des frères et sœurs, c'est un Mm. peu Mm. pile et face sur une pièce, tu vois, c'est un petit peu Bien sûr. ça va ensemble peut-être, oui ou non d'ailleurs, je sais pas. Mais voilà, à quel moment tu te dis, bah finalement, c'est plus le conseil qui m'attire, et pourquoi finalement? Écoute, moi je pense que je me rappelle très bien, c'était donc pour ma deuxième partie de césure, quand j'étais à la BNP, je me suis dit, bon, est-ce que je me vois faire ça toute ma vie ou à minima mes 2-3 premières années en sortie d'école? J'étais pas convaincu et je me suis dit, les métiers du conseil, j'avais eu en Master 1 déjà des cours un peu à ce sujet. Il y avait, il y avait le BCG qui proposait un event qu'on appelle le BCG Inside. Donc en fait, Ouais. c'est un peu leur gros event annuel C'est encore, hein. qui existe encore, exactement, exactement. Moi, j'étais là cette année. Donc c'est un énorme event annuel où ils te réunissent à l'hôtel Intercontinental. Tu as genre 400-500 étudiants et on leur présente un peu les métiers du conseil en stratégie et ensuite un échange avec eux. Et en fait, moi, c'était en allant à ce genre d'event où je me suis dit, ah bah, potentiellement, il y a une autre voie qui peut plus me correspondre. Et donc, c'est pour ça où je me suis un peu plus orienté vers là. Et en gros, pour répondre à ta question, pourquoi le conseil en strat et pourquoi j'ai pas continué en banque d'affaires, en banque d'affaires, sans même parler du rythme horaire, qui est quand même assez conséquent, hein, et donc à peser dans la balance, je dirais que le métier en tant que tel, intellectuellement, je pense que je m'y retrouvais moins en banque d'affaires, parce que toujours dans l'urgence, et moi j'avais peut-être un peu plus besoin de me poser, de prendre le temps de, voilà, de lire certains documents, prendre plus de temps et pas tout le temps être dans l'exécution. Et je pense que c'est aussi peut-être la partie un peu finance. Parfois, voilà, on te demande de trouver un chiffre ou autre, mais ouais, in fine, je devrais peut-être pas dire ça, mais in fine, une boîte qu'on la vende 100, 200 ou 300 millions, c'est pas tellement ça qui va m'intéresser. Moi, c'est plus genre, que fait cette entreprise, qui sont ses clients, quel est le business model, ok, où est-ce qu'elle est positionnée sur la chaîne de valeur, Ça, cette c'est des signes entreprise. qui montrent que tu as un esprit plus orienté conseil finalement. Voilà, exactement, exactement. Que la boîte, elle marge à 14, 15, 20% d'EBITDA, in fine, tu vois, Toi, enfin, c'est moi qui t'intéresse. ouais, c'est pas moi qui vends la boîte, c'est pas moi qui va récolter les sous, donc ça, ça m'intéresse un peu moins, quoi. Voilà. Jusqu'à ce que tu montes la tienne et que tu la revendes Voilà, peut-être. Ouais, ouais. là, On sait là, jamais. en effet, je serais Tout un à peu fait. plus, je passerais par les professionnels, ouais. Ok, ok. Ok, donc là, en M2, donc tu te spécialises plutôt en strat à Sciences Po. Est-ce que Mm. tu peux nous parler un petit peu de la formation de Sciences Po sur la strat? Est-ce qu'il y a des cours qui t'ont marqué? Si oui, lesquels? Est-ce que vous êtes bien préparé selon toi? En toute objectivité, on n'est pas là pour faire Bien sûr, ouais, la pub de bien Sciences sûr, Po, ouais. mais voilà, l'idée, c'est vraiment de savoir est-ce que tu estimes avoir été bien préparé à la maison de Sciences Po Ouais, bien sûr. strat? Écoute, je trouve que tout est perfectible et il y a sûrement des axes d'amélioration, hein, ça j'en doute pas. Mais en tout cas, ce qui est bien fait, c'est que tu as des cours comme Introduction au métier du conseil en stratégie, notamment dispensé par Camille Chevalier, qui est d'ailleurs un Ouais. principal au BCG. T'as des ateliers, donc ça c'était, je crois, le mardi soir, 19-21. Ensuite, tu as des ateliers le samedi matin qui Ok. sont aussi organisés, où en fait, c'est un atelier où bah, c'est des anciens consultants, donc notamment j'y étais aussi allé, ou qui vont. Enfin, c'est des anciens Sciences Po. de Sciences Po, mais qui sont consultants, que ce soit au BCG, mais c'est aussi ailleurs, hein, un peu partout, et qui viennent justement donner des études de cas, des conseils, comment un peu craquer les cas, te préparer à la partie fit, donc un peu entretien de personnalité. Et ça, tu as ça aussi le samedi matin. Et je crois que les étudiants sont assez contents de ce format. Donc, tu vois, je dirais que t'es quand même, on t'aide quand même sur ces deux éléments-là. Après, ça peut encore être sûrement mieux amélioré. Peut-être avoir encore des cours dédiés uniquement parce que ça vient en Master 1. Mais peut-être est-ce que ça aurait un intérêt à le faire venir plus tôt ou pas sur le bachelor? Je sais pas. C'est sûrement Ok. perfectible. Mais en tout cas, je trouve que quand tu prends la mention stratégie, t'es pas non plus à la rue, quoi. Ok. Et est-ce que tu dirais que justement les métiers de la finance, bah, comme le MNE par exemple, sont aussi un beau tremplin pour des carrières en conseil? Des fois, on a ces fameuses questions qui disent si je veux intégrer un MBB, il faut que j'ai fait quoi avant? C'est quoi le bon background à avoir pour intégrer un MBB ou un top cabinet de conseil en Mm, strat? mm. Est-ce que oui ou non, c'est valorisé d'avoir une expérience en M&A?
si je veux ensuite partir en conseiller en strat? Alors, pour une réponse tout à fait honnête, je pense que ça aide et en effet, c'est un beau tremplin. Mais mon point que je veux aussi dire, c'est que c'est vraiment pas du tout une obligation. OK. C'est-à-dire, tu es vraiment pas du tout. Tu vois, les métiers du private equity, fonds d'investissement, si tu n'as pas fait en amont de la banque d'affaires ou du conseil en stratégie, Compliqué. limite, on va même pas te regarder, quoi. Les métiers du conseiller en strat, c'est vraiment pas ça. Que ce soit MBB ou autre, hein. Tu peux avoir fait une expérience en start-up, en scale-up, dans une, je sais pas, une ETI, à la direction strat auparavant d'un grand groupe du CAC 40. Tu sais, t'as vraiment. C'est plus ouvert. Oui, exactement, c'est beaucoup plus ouvert. Donc, c'est vraiment pas une obligation. Ce qui est vrai, d'ailleurs, je discutais une fois avec un partenaire d'un cabinet MBB Mm. qui me demandait en fait, si parmi notre base de données que nous, on a sur Trainee, il y avait des profils qui travaillaient non pas chez d'autres cabinets, mais chez des corporates. Bien Donc, sûr. à savoir dans des grands groupes du CAC 40, par exemple, Mm. mais dans le département strat. Bien sûr, Parce qu'ils ouais. veulent aller les recruter, justement. Exactement, ouais. Parce qu'ils ont des expertises sectorielles. Donc, OK, donc finalement, OK, donc il y a une plus grande diversité, selon toi, de Exactement. profils dans le conseil en strat. Parlons un petit peu donc de tes candidatures, en fait, donc, au BCG. Donc, je suppose que tu as candidaté, comme tout le monde, en fait, au BCG, mais pas que. Bien sûr, ouais. Comment ça s'est passé? À quel moment? Comment tu as géré ta période de candidature? Ouais. Alors, comment ça s'est passé? Moi, j'avais vraiment développé une approche assez, arithmétique où je candidatais un peu partout. Parce que tu peux pas du tout, même si tu sors de Sciences Po ou autre, ou d'une autre, grande école, tu peux pas du tout te permettre de dire: «Je vais candidater qu'au MBB». Enfin, ce Ah serait non, bien sûr. hyper, sans même parler de péremptoire d'audacieux, ce serait hyper ambitieux et voilà. Donc pas forcément le bon pari. Donc tu candidates un peu partout. Ouais. Et ensuite, c'est une préparation. Tu as 2 types de préparation. Une préparation à la fois sur l'étude de cas, il faut en faire, on va pas se mentir, il faut en faire beaucoup, hein, parce que c'est un exercice, où plus tu en fais, plus tu découvres qu'il y a des pièges potentiels et donc faut en refaire, tu vois? Donc tu as cette partie étude de cas où tu te prépares, souvent en binôme, et Ça, c'est pour tous les cabinets, hein. ouais, ça c'est pour tous les cabinets, exactement, ça c'est pour tous les cabinets. Et ensuite, à la partie fit, ce qu'on appelle fit, c'est en fait, ça va être des questions. Pourquoi tu veux faire du conseil en stratégie? Pourquoi dans notre cabinet de conseil en particulier? Et ça, tu te dois d'avoir des réponses pertinentes sur mesure à ces questions-là. Si tu sors la même réponse à McKinsey, Bain, BCG ou autre, ça va pas aller parce qu'on sent que ça sera pas assez sur mesure et que tu ressors un peu la même soupe à tout le monde. Mais comment ça se travaille, le fit? Parce qu'on nous dit c'est naturel, Ouais. mais en même temps, il faut être préparé. Et comment tu veux te préparer à être naturel? C'est compliqué. c'est un super paradoxe que tu pointes, Benjamin. Je pense que ça, il y a pas de miracle. Ouais. C'est vraiment en discutant avec, des consultants du cabinet en question. D'accord. Sur, OK, mais OK, donc toi, très concrètement, dans ton cabinet, déjà, quel est le type de mission que tu fais? Est-ce qu'il y a une expertise sectorielle plutôt qu'une autre? Ouais, OK. Ouais. Est-ce qu'il y a des valeurs, clés ou non? Et tu vois, en fonction tous les cabinets n'ont pas les mêmes expertises sectorielles, ne font pas tous les mêmes types de missions. Donc je dirais que c'est vraiment en discutant, tu vas sur LinkedIn ou autre, Actualité voilà. sur le CAB, peut-être aussi. Des actualités, exactement, ouais, des actualités sur le cabinet. Tu as un site spécialisé, je crois, Consultor, qui Ouais, bien sûr. sort pas mal d'articles dessus. Donc, je dirais, voilà, tout ce qui est en open source sur le web, mais le plus important, c'est parler à des consultants. Et pour ça, ou les équipes RH, bien sûr. Et pour ça, c'est de participer soit en cold call via LinkedIn, soit des personnes de ton école, ou Ouais, soit en allant à des events, quoi, tout simplement, comme le truc du BCG. Ça veut aussi qu'avoir des alumni parmi tes profs aide aussi. Bien sûr, Pour les cabinets carrément. aussi, ouais. Donc, faut Et pas c'est hésiter clair. à les poncer, quoi. Pas hésiter à les solliciter, aller, ouais. exactement. Tu vois, Camille Chevalier, lui, il fait venir des consultants du BCG, les faisait venir à son cours. Et donc je pense que c'est vraiment comme ça que tu vas permettre de Ouais. t'imprégner de la culture. Ça devient concret, quoi. C'est Exactement. beaucoup plus concret. Ouais. Par rapport à Sciences Po, justement, toi, comment, selon toi, est perçue l'école au sein des cabinets? Des fois, tu te dis Sciences Po de manière. On avait reçu aussi ici Pierre Chartier qui était, Ouais, bien sûr, ouais, j'ai regardé, qui génial. était à ta place. Voilà, on connaît sa petite vanne sur le Dimitri de Sciences Po, Merci, voilà, ouais, j'aime beaucoup. qui a un profil pas du tout analytique. Le Dimitri, c'est vraiment une pépite, hein. C'est vrai que Sciences Po, on pense pas forcément peut-être à Sciences Po pour faire des métiers du business, encore moins le finance ou conseiller en strat. Mais voilà, est-ce que le Sciences Po est bien vu ou pas dans ce milieu-là? Et selon toi, voilà, est-ce qu'un profil Sciences Po a sa place en fait en banque d'affaires ou en cabinet de conseiller en strat? Alors, je te fais une réponse concise et après j'étais. Pour moi, un profil Sciences Piste,
forcément je suis biaisé, mais même de façon tangible, hein, je peux te faire du name dropping, a vraiment sa place dans des banques d'affaires et des cabinets de conseil en stratégie. Et quand je dis banques d'affaires, ça va être les plus prestigieuses, hein, Rothschild, Goldman Sachs ou autres, c'est vraiment, ça place partout et aussi, dans les cabinets de conseil. Je te dis pas que c'est facile, je te dis pas que c'est évident, mais en tout cas, oui, ils ont leur place. Ensuite, tu as quand même des cabinets qui vont plus ou moins, préférer les sciences pistes. Tu vois, par exemple, McKinsey, je pense qu'eux, ils sont, moins friands et d'ailleurs, c'est même un partenaire en interne, hein, qui le dit. Maintenant, je crois qu'ils recrutent plus énormément, enfin à date, après c'est toujours un peu conjoncturel, mais les sciences pistes, c'est moins devenu leur priorité. Mhm. Mais tu as plein d'autres cabinets, donc oui, en sortant de Sciences Po, tu peux aller banque d'AF ou cabinet de conseil, mais ensuite tu as quand même des cabinets de conseil qui ont plus leur préférence en termes de profil. Ok, Tu vois, BCG, notamment, je sais qu'ils apprécient particulièrement le profil ingénieur. tout à fait. Bah, justement, en plus, j'allais y venir que ces compétences sont de plus en plus demandées Mm. aussi dans les cabinets avec l'arrivée de l'IA, Mm. les modèles hybrides aussi, donc les profils hybrides un Mm. peu business ingénieur qui maîtrisent aussi les enjeux de data, Mm. par exemple, Mm. et d'IA, c'est aussi très pertinent. Donc par rapport au Target School, Ouais. le fameux gros mot Target School, Ouais. dans les cabinets, les MBB, selon toi, il y en a combien? Et si tu peux en nommer quelques-unes avec un petit peu dans ta connaissance du milieu, quels sont selon toi les Target School pour un MBB, par exemple? Ok, alors en gros, et ça c'est évidemment que de ma connaissance, hein, Oui, je parle pour toi, tout à voilà, je fait. parle pour moi, je me fais pas le relais des RH et tout, ça se trouve j'ai des bêtises, mais moi, de ma connaissance, tu vois, les Target School là, dans le cabinet où je suis, tu vas avoir le top 5 des écoles de commerce, donc tu vois, D'accord. EM Lyon et DEC, t'as des profils au BCG, tu as évidemment Sciences Po, tu vas avoir le top 3 des écoles d'ingénieurs, donc je sais que ils sont très friands des personnes qui ont fait l'X, mais tu as aussi beaucoup de personnes de Centrale, enfin Oui, même bien sûr, Centrale ouais. Supélec. Euh, et ensuite, tu as aussi des profils, tu vois, moi j'ai un très bon ami actuellement au BCG. Lui, il avait fait son université au Royaume-Uni et après, il a fait un master à UPenn Ok. et l'Université de Pennsylvanie. Ouais, Et ensuite, truc. grosse école. Et tu vois, il est venu au BCG. Donc, oui, tu as des target schools, top 3 Ingé, top 5 commerce, Sciences Po. Je pense aussi que tu as aussi Dauphine, hein. J'ai une personne en tête de Dauphine, en l'occurrence au BCG. Mais tu as aussi, tu vois, par exemple, UPenn dont je te parlais, tu Ok. as des parcours un peu moins, un peu plus inorthodoxes, quoi. Et pourquoi, selon toi, justement, pourquoi il y a ce système des Target School en M&A, en conseil en strat, etc. Je pense qu'en M&A, tu l'as moins. Tu l'as quand même moins en M&A. Ça, c'est quand même assez axé conseil en strat, je trouve, c'est Ok. Target School. Euh, Et pourquoi? Ouais, je sais, c'est un peu, c'est pas forcément très juste parce que je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait que tu as des super, tu sûrement des super candidats, des super profils qui sont pas de ces target school et qui pourtant feront un job merveilleux. Mais je pense que aussi d'un point de vue, tu vois, quand je me mets dans la peau d'un RH, ils reçoivent genre énormément de flux de candidatures, de flux de CV. À un moment, il faut bien qu'ils trient par quelque chose. Et donc, c'est un peu, tu vois, à part, c'est un peu un des premiers films, quoi. Parce que sinon, en Oui. termes de. Enfin, moi, je le sais, j'entends très bien avec les RH et ils sont parfois genre sous l'eau. Je crois que genre, là, au BC, je crois que tu avais genre plus 40% en termes de flux de candidatures. Et Du coup, c'est donc, naturel de donc trouver voilà, à un moment, tu dois ces prendre, critères. Ouais, tu dois commencer par un critère et c'est évidemment pas le seul. Ça veut pas dire que je fais partie de ces target school que tu es automatiquement screené, bien sûr. mais ça en fait partie, quoi. Que tu vends de l'humain aussi, finalement. Donc, tu vends des consultants à des clients qui recherchent aussi de l'excellence. Exactement, ouais, t'as aussi, Euh, exactement. T'as aussi, c'est un c'est très bon point que tu dis, Benjamin. Tu vois, nous, parfois, je fais des missions dans le secteur mon client, il est dans le secteur de l'industrie. T'as un profil, tu vois, ingé, il dit qu'il a fait centrale. Le client va être là en mode, ah, bah, moi aussi, j'ai fait centrale et tout. Et là, ils ça. vont commencer à Ouais. parler. Et tu vois, ça m'est arrivé. Alors moi, je n'ai pas du tout fait centrale, donc j'allais pas créer du lien forcément avec lui par le biais de l'école. Mais il y en a d'autres, c'est pas, voilà. Donc voilà, aussi peut-être pour ça, le Très client bien. aussi, ouais. Justement, on y vient sur tes missions au BCG, ça m'intéresse. Ça m'intéresse de savoir un petit peu plus voilà, quelles sont les missions en fait quand on est finalement c'est quoi? C'est consultant, associate, Ouais, c'est voilà, ça. au BCG. Est-ce que tu pourrais déjà nous parler un petit peu de la stratification, c'est-à-dire de quand tu rentres au BCG, Mm. qu'est-ce qui se passe et comment tu évolues au sein du cabinet pour Mm. commencer?
Alors, en gros, en l'occurrence, nous, on entre. Alors, il y a un peu des noms différents selon le cabinet, donc pas forcément Oui. évident de transposer. Je crois qu'avec Bain, c'est un peu les mêmes noms, donc plutôt pratique. Mais en fait, au BCG, quand tu es stagiaire, ils appellent ça Visiting Associate. Oui, ok. Ensuite, tu es Associate, donc ça, c'est. Juste, tu visites, quoi, et, Voilà, tu et visites tu pars. comme au Monopoly, simple visite. C'est ça. Donc, Ou tu restes, ou tu reviens où après. tu reviens. Tu reviens. Et il y en a beaucoup qui reviennent, hein. Donc j'irai, tu as Visiting Associate, ensuite tu Ouais, as Associate. Donc ça c'est mon job, tu vois, sortie d'école, d'accord. BCG, quoi, c'est ton premier job CDI, Associate. Après, au bout de 18 mois, donc là c'est ma position actuelle, tu es Senior Associate. Ok. Après, tu es consultant. Et ensuite, après consultant, tu as Project Leader. Donc là, Project Leader, tu vois, tu es un peu au bout de 4 ans d'expérience, tu vas un peu commencer à. Enfin, c'est pas un peu, c'est tu manages une équipe, des juniors en dessous. Donc, tu vois, Project Leader, c'est un peu la première strate au bout de 4 ans environ où ça a un rôle de management. Et après, Project Leader, tu as Principal, Partner. Et après, tu as le dernier grade ultime, c'est Managing Director Partner, qu'on appelle MDP, où là, c'est plus tellement un rôle de management, mais plus un rôle, enfin, toujours de manager, mais c'est surtout où tu vas devoir vendre des missions, un travail qui est plus axé sur le commercial, aller dénicher des clients. T'es sales, en fait. Voilà, en gros, Ouais, t'es t'es sales. sales, Voilà, ok. t'es sales. T'es sales sur des beaux deals. C'est ça. Donc, je dirais un peu, tu as un peu ces 3 grandes dimensions, genre junior, ce que dans la période dans laquelle je suis en train d'être, manager avec le grade de project leader, et la fonction plus, grade ultime, Ok. où un peu, voilà, vendre des missions, partner / managing director partner. Ok. Bah donc là, pour parler un petit peu, parce que là on est sur le podcast de Jeune Deep, donc forcément on va parler des années de junior. Bien sûr. Voilà, donc là par exemple, pareil, tes missions, en quoi ça consiste? Tu arrives au bureau le matin, qu'est-ce qui se passe? Alors le matin, quand j'arrive au bureau, qu'est-ce qui se passe? Moi, le type de mission que j'ai fait, c'est assez varié. Ça qui est bien. Quand tu entres au BCG, tu es généraliste. J'ai fait des missions pour des fonds d'investissement, donc justement, qui cherchaient à acheter une entreprise. Donc on fait ce qu'on appelle des due diligence. Donc en Ok. fait, on va faire un rapport de 300-400 pages sur pourquoi cette entreprise est bien ou non, quelles sont ses forces, ses faiblesses, sur quel marché elle se situe, est-ce que c'est un marché qui va être porteur ou non dans les 5-10 prochaines années. Donc voilà, on fait un peu ce rapport-là. Mission pour les fonds d'investissement. Ensuite, j'ai fait des missions pour des acteurs dans la logistique. Donc là, on devait faire un plan stratégique sur les 5 prochaines années d'un gros acteur français de la logistique. Et je fais ensuite des missions plus dans le domaine de l'énergie, dans le domaine du healthcare, donc de la santé. Et là, récemment, je viens de finir une mission dans le secteur de l'hôtellerie, du tourisme, assez premium, où là, l'idée, ça va être plus de s'intéresser à comment on peut un peu optimiser les coûts auxquels doit faire face l'entreprise. Ok. Et en gros, pour répondre à ta question au day-to-day, au quotidien, à quoi ça ressemble, tu vas avoir forcément oui, tu as du PowerPoint parce que in fine, ça va être le support sur lequel on va vouloir partager nos idées, mais pas que, ça peut Tu aussi. partages tes idées à qui, pardon? Ça peut être au client, Client. tu vois, une recommandation stratégique qu'on veut prodiguer au client, il faut bien enfin un support quoi. Juste si je lui dis bon bah voilà, tu vas faire A, B ou C, il lui faut bien un peu des explications précises sûr. quoi, des Ok, preuves, ouais. des démonstrations un peu analytiques. Donc pour ça, il faut un support, donc le PowerPoint. Pour faire ce support-là, il faut faire tourner des chiffres. Donc pour ça, tu vas avoir besoin de l'Excel. Mais tu as aussi des réunions avec les clients. Donc là, il n'y a pas de PowerPoint, pas d'Excel. C'est une réunion comme là où pendant 1 heure, il va me parler des difficultés rencontrées dans son métier. Je sais pas, à un moment, j'avais fait une mission dans l'IA. Et l'idée, c'est de savoir comment l'IA peut l'aider à réaliser au mieux son métier. Moi, son métier, je ne le connais pas forcément. Donc c'est aussi lui qui va pouvoir me dire au quotidien quelles sont les tâches qui lui prennent beaucoup de temps. Ouais. Et donc, tu vois, c'est un peu de la co-construction qu'on fait. Donc oui, tu vas avoir du PowerPoint ou de l'Excel, mais le métier ne se résume pas du tout à ça. Mais vraie question qu'on se pose, là, tu m'as parlé de plein de secteurs. Mm. Je me dis, mais en fait, tu es expert dans tous ces secteurs ou pas? Parce que je me dis, comment c'est possible que quelqu'un de si jeune, ok, qui ne vient pas du secteur de la healthcare Bien sûr. puisse en fait connaître l'écosystème. Donc ça, la vraie question du coup que je pose, c'est comment en fait vous pouvez vous former sur ces enjeux-là. Parce qu'un consultant, il doit quand même maîtriser ce secteur. Voilà, comment vous faites en interne pour vous former et comprendre très rapidement
voilà, les grands enjeux du secteur, les grands acteurs, Mm. les grandes actualités, Mm. etc., etc. Écoute, c'est un très bon point que tu soulignes. Alors déjà, je fais un bond en arrière sur en quoi Sciences Po pouvait être assez avantageux. Sciences Po, c'est un peu ça. Oui. Il y a plein de matières différentes. On est un peu bon sur tout, mais précisément en rien. C'est un peu l'image qui colle à l'école. Voilà, tu vois, Ça va être, qui est à l'école. Mais eh ben, tu vois, je trouve que au lieu de le voir comme ça, il faut vraiment le voir sur une force. C'est-à-dire, bah, ensuite, quand tu rentres dans un cabinet de conseil, pareil, tu es un peu face à la même difficulté où tu vas avoir plein de champs d'expertise différents et tu dois rapidement monter en compétence sur le sujet. Et ça, je trouve, parce que peut-être que je suis biaisé, mais ça, je trouve que Sciences Po, tu vois, te forme plutôt bien Je suis d'accord, à ouais. prendre en main un sujet auquel au tout début, tu n'y connais rien. Vous Euh, avez des bases de données internes, par exemple, au cabinet, pour aller puiser. Ouais, bien sûr. Ouais, exactement. Et ensuite, sur comment très concrètement tu fais au quotidien. On a des bases de données en interne. Quand on arrive, t'es junior, bah, t'as toujours des personnes un peu plus seniors qui vont t'aider aussi à monter en compétence sur le Qui sujet. sont sur la practice en question. Ouais, ça qui sont parfois, exactement. Tu vois, le project leader, parfois, il est dans la practice en question. Donc, tu vois, moi, au tout début, je faisais une mission sur le biométhane. J'ai pas du tout un parcours 1G de base. Méthane, je sais pas ce que c'était. Biométhane, je le savais encore moins. Donc, et tu vois, tu as le manager au tout début qui nous dit, bon, une fois qu'il avait son équipe, c'était bon, bah, on va se prendre 1 heure et je vais un peu vous expliquer les fondamentaux, le b.a.-ba du biométhane. Est-ce qu'il y a aussi des missions précédentes dans le secteur, en fait, où Bien tu viens sûr. peut-être calquer des patterns ou des choses comme ça? Exactement. Est-ce que c'est aussi ce que recherche un client chez un cabinet? Oui, c'est ça aussi. Tu vois, un client qui vient nous voir dans un cabinet, eh ben, il va aussi venir voir tel cabinet parce qu'il a une expertise dans tel Oui. secteur. Et donc, toi, en tant que junior, quand tu arrives, bah, tu vas avoir tu vas regarder un peu puiser dans les précédentes missions qui ont été faites. Dans l'historique, en Ouais, fait. dans l'historique pour comprendre un peu plus le secteur et monter en compétence. Donc, oui, c'est pas livré à toi-même. Je me mets à la place des clients. C'est vrai que quand un cabinet te dit, voilà, moi j'ai aidé plein d'entreprises de l'écosystème à résoudre ces problèmes-là, Oui. forcément j'ai bossé avec des concurrents ou avec des partenaires ou autres. Ouais. Donc logiquement, avec mon entreprise, ça devrait aussi le faire. Donc, Exactement. en fait, le cabinet a déjà des clés, finalement, qui ont déjà été testées et approuvées, finalement. Exactement. Et parfois, tu as même le cabinet qui va faire appel à un ancien client pour dire est-ce que, s'il te plaît, ça te dérange de dire en quoi nous, le BCG, t'a été utile. Et comme ça, l'ancien client, tu vois, ça rassure le futur potentiel nouveau client. Et donc, voilà, tu sais, c'est un métier de confiance. Il y a des cabinets qui ont plus d'expertise que d'autres dans Ouais. tel ou tel secteur. Donc, voilà un peu comment ça fonctionne, quoi. Ok, ouais, bah, c'est une question quand même. Et par rapport à l'IA, parce que forcément, on en parle beaucoup, Ouais. finalement, c'est facile. Il suffit que tu fasses 2-3 recherches sur l'IA et en fait, toi, tu as du due diligence, tu l'as finalement. J'aimerais bien que ce soit Pour aussi schématiser. facile. J'aimerais bien que ce soit aussi facile. Comment vous l'utilisez au quotidien? On a vu un peu des rapports, des articles sortir sur des cabinets qui se sont fait épingler parce que leur mission, en fait, c'était que de l'IA, Hmm. finalement. Donc, en fait, tu payes très cher pour du Ouais. ChatGPT. Toi, voilà, comment tu l'utilises au quotidien? Est-ce que vous avez des indications en interne ou pas d'utiliser ou non? Quel est votre rapport des cabinets à l'IA? Non, c'est un bon point et pour le coup, c'est vraiment un sujet qui est extrêmement d'actualité. Tu vois, nous, on a c'est des discussions qui reviennent souvent. Et alors pour le coup, enfin, je suis pas devin, hein, je sais pas qu'est-ce que ça va ressembler dans 5-10 ans, mais nous, à date, comment on l'utilise, c'est que, bah, par exemple, ChatGPT, et encore une fois, l'IA se résume, mais alors, enfin, c'est peut-être 1% de ChatGPT, tu vois, il y a plein d'autres Oui. choses. Mais nous, au quotidien, comment on l'utilise, c'est que ça va être un outil qui va nous être hyper utile pour faire des tâches qui étaient très chronophages. Je m'explique. Par exemple, je sais pas, admettons que dans un rapport annuel de 400 pages d'une boîte du CAC 40, je devais retrouver un pourcentage précisément, il me faut un chiffre en particulier. Tu vois, au lieu de faire au lieu de me lister un peu ces 400 pages, au lieu de vouloir chercher, j'ai juste à mettre ce document PDF dans ChatGPT, je lui fais mon prompt de quel est l'objet de ma demande, et ensuite il va me ressortir telle idée ou tel chiffre. Ok. Donc tu vois, c'est ce job-là. Mais ensuite, ok, il m'a bien isolé le bon chiffre, il m'a bien isolé le bon chiffre avec la source, Qu'est-ce que j'en fais? mais c'est, tu vois, ensuite c'est toi de qu'est-ce que j'en fais, quelle histoire j'articule autour de ça. Et donc tu vois, c'est un outil, mais à date en tout cas, à mon sens, ils sont loin de nous remplacer, quoi. Ouais, c'est la vraie question. J'avais ouï dire qu'apparemment, ils remplaceraient des profils très lambda, d'où peut-être aussi la question de se dire sur des profils plus hybrides, plus ingénieurs, c'est plus compliqué de remplacer avec de l'IA.
C'est ce Ouais. que j'ai lu ici et là. Ouais, potentiellement, je pense, tu vois. Mais aussi, on peut aussi dire, si je devais un peu me faire l'avocat du diable, on peut aussi se dire, ok, mais un profil ingénieur, lui, potentiellement, ici, c'est un développeur, il va coder ou autre. Mais tu vois, à date, l'IA aussi, ChatGPT est très utile aussi pour coder. Ouais. Donc, Ouais. tu vois, potentiellement, on pourrait se dire qu'ils sont pas forcément à l'abri, eux non plus. Donc, écoute, Ça, toi, tu te sens pas en danger pour l'instant, en tout pour cas. l'instant, non. Mais peut-être que je me trompe, hein, mais en tout cas, moi, je le vois plus comme... et tu vois, la guideline un peu donnée, c'est utilisez-le parce que ça va vous permettre de faire gagner du temps sur les tâches chronophages et mettre le jus de cerveau ailleurs. Ok. Et ça, tu vois, cette approche-là, à date, en tout cas, c'est ce que je vis au quotidien et ça me va très bien, tu vois, de pas passer X heures à chercher un chiffre dans un document, quoi. Très bien. On va revenir un peu sur le process aussi, parce que Mm, finalement, on est passé aussi très vite sur tes missions. mm, On va revenir rapidement sur ton process de candidature mhm, au BCG. mm. Comment ça s'est passé toi, concrètement? Est-ce qu'il y a une anecdote peut-être qui t'a marqué au BCG ou ailleurs? Mhm. Est-ce que, voilà, comment ça s'est passé les différents rounds peut-être de candidature au BCG? Ouais. Écoute, au BCG, le process, il est très simple, enfin pas simple au sens facile, mais très simple à minima à expliquer. C'est que tu as un peu trois étapes. La première étape, c'est en fait, c'est composé en deux temps où tu vas avoir un test en ligne à faire, Oui. tu vois, dans les locaux du BCG, c'est un test à faire sur iPad. C'est genre 80 questions, un QCM, on va tester, tu sais, ça va être, enfin, on va tester un peu différentes compétences. Ensuite, la deuxième partie du premier tour, c'est une étude de cas accompagnée d'un fit. Donc, d'un fit, c'est le pourquoi BCG, pourquoi ce cabinet de conseil en particulier, pourquoi le conseil en stratégie. Donc ça, c'est un peu la première étape. Étude de cas plus fit et un test à faire en ligne. Ensuite, la deuxième étape, au BCG, tu as une étude de cas écrite. Donc, en fait, on va te donner un corpus de 45 pages, un corpus de documents. D'accord. Et sur ces 45 pages, on va te poser 3 questions. Et l'idée, c'est que tu vas faire à la main, papier, stylo, 3 slides pour répondre à ces 3 questions. Et donc, voilà, on va te donner ce corpus de documents, on va te laisser 2 heures pour le faire. Et après, à l'issue de tes 2 heures où tu es tout seul dans une salle, tu vas devoir faire une restitution pendant 15 minutes à une personne sur les trois réponses quoi, aux questions qui t'étaient soulignées. Donc ça, c'est la première partie du deuxième tour. Et ensuite, la deuxième partie du deuxième tour, c'est pareil, étude de cas plus fit. Et donc ça, c'est avec qui? Donc des RH ou des managers, des partenaires? Alors, C'est avec... étude de cas plus fit, c'est avec c'est pas avec les RH, c'est avec des consultants, enfin des. Qui sont staffés sur du recrutement. Voilà, exactement. D'accord. À minima des project leaders, donc à minima des managers. D'expérience. Donc ça, c'était le deuxième tour. Pareil, l'étude de cas écrite où tu dois faire une restitution, pareil, c'est aussi avec un manager. Et ensuite, le troisième tour, parfois tu as 1 ou 2 entretiens, moi j'en avais eu 2. C'est pareil, étude de cas plus fit. Là, souvent, c'est avec des personnes un peu plus seniors. Donc, tu vois, par rapport à la pyramide dont on parlait tout à l'heure, ça va être les partners ou managing director partners. Et là, pareil, c'est un peu plus parfois prendre la forme d'une discussion, mais attention, il faut quand même être rigoureux, structuré. Même si ça s'apparente à une discussion, mon petit tip, c'est qu'il faut quand même le prendre comme si c'était une étude de cas normale, quoi. T'as passé combien de temps en cumulé à travailler tous tes Les, cases euh, préalables? alors, au préalable, combien de temps? Bah, je dirais, en fait, tu peux te dire en 3 mois c'est suffisant si tu fais 3 mois et tous les jours tu fais un cas. Mais tu vois, moi j'ai voulu un peu plus étaler dans le temps, donc je me suis peut-être pris aller 5-6 mois en avance, quoi. D'accord, ok. Tu vois, 5-6 mois. Je me rappelle quand j'étais à la BNP, je regardais ça un peu en parallèle. Ok, ok, très bien. Et donc là, comment ça se passe, non pas l'admission, mais la proposition d'embauche finalement? Hmm. Voilà, tu te rappelles un petit peu de ce moment? T'étais où? Tu Ouais. faisais quoi? T'as réagi comment? Je me rappelle très bien, mais tiens, tu parlais d'une anecdote. Je savais pas quoi répondre, mais là, tu vois, ça m'y vient, ça y vient. Je me rappelle très bien, j'étais au ski, donc on était fin février, j'étais vraiment genre, je sais pas, à 2000 mètres d'altitude, au Cési, et là, par chance, j'ai de la connexion réseau, avec ouais, OVH, j'ai ouais. du réseau, donc ça, c'est pas forcément garanti. Et là, j'ai du réseau, et j'ai la RH qui m'appelle
pour me dire, écoute, en plus, moi, j'avais le sentiment que ça s'était mal passé, que j'avais, je sais pas, j'avais raté mon entretien et que c'est bon, c'était fini. C'est pas grave parce que j'avais une autre offre dans un autre cabinet, mais forcément, c'était pas mon cabinet de cœur, c'était le BCG. Donc, bon, et donc, quand elle m'a dit que bon, bah, c'est bon, Alexandre, ça l'a fait, tu commences en juin, tu me diras quand tu devras venir récupérer ta bouteille de champagne. Enfin, moi, Ah oui, carrément. j'étais aux anges, quoi. J'étais en mode. J'étais vraiment sur un petit nuage, quoi. J'étais sorti d'école, c'est mon premier CDI, premier job. Je suis en mode, ok, ça y est, genre, tu relâches toute la pression. Enfin, J'étais parti en vacances 1 mois et demi en Amérique latine, mais à mon retour d'Amérique latine, il me restait quand même mon dernier tour à faire ouais, ok. au. Stressant du coup quand Donc, même. tu vois, un peu stressant. Donc c'est par téléphone alors finalement. Donc, c'est par téléphone C'est très humain, c'est où très humain. où j'ai appris, où Ok, j'ai appris ok. la bonne nouvelle. Et donc là, c'était la meilleure descente de piste de toute ta life, en Ah fait, ben là, finalement. c'était la même meilleure journée de ski là, de toute ma life là. Non, non, Incroyable. une station qui restera dans mon cœur là. C'était les saisies pour Ok. info. Ouais, ouais. Voilà. Et avec un peu de recul, bah, justement, d'ailleurs, bon, on parle un petit peu rapidement des valeurs du BCG. Mm. Tu dis que c'est ton cabinet de cœur. Mm. Pourquoi avec un peu de recul, qu'est-ce que tu retrouves de positif au BCG? On parle beaucoup de culture d'entreprise. Mm. Comment tu la définirais en quelques mots pour le BCG? Écoute, tu vois, le BCG, en une phrase, ça serait un peu genre, j'ai l'impression que les gens là-bas font leur travail très sérieusement, Oui. mais sans se prendre au sérieux. Genre, on n'est pas du tout en costume cravate tous les jours, on est en basket, enfin, il n'y a pas du tout. Donc, j'ai trouvé, ce côté faire les choses sérieusement, mais sans se prendre trop au sérieux, bah, moi, ça me plaisait bien. Ensuite, deux, je dirais, les personnes, je les trouvais bienveillantes. C'est-à-dire, genre, elles étaient hyper smart, hyper brillantes, donc potentiellement, elles pourraient se permettre d'être un peu exécrables envers toi, mais pas du tout. C'était vraiment, ok, la personne est hyper smart, mais elle est quand même genre hyper bienveillante. Elle comprend que, bon, bah moi, je comprends à 2 à l'heure parce que je viens tout juste d'arriver, mais c'est ok, elle te Ok. prend quand même le temps de t'expliquer. Et tu vois, c'est un peu, ok, il est hyper fort, mais il est quand même hyper humain, et il sait que, bah, on est tous passés par là. Bah, ce côté humain, bienveillant, ça, je trouve, c'est aussi quelque chose. Je le trouve, ok. Ouais, tu le retrouves sûrement dans d'autres cabinets, hein, mais enfin, du coup, comme je connais pas ce cabinet, je pourrais pas dire. Mais en tout cas, dans celui-ci, c'est quelque chose que j'ai retrouvé. Ok. Et on est nombreux, enfin, on est 1300, il y a énormément de jeunes, c'est un peu la continuité de l'école, quoi. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, le matin, enfin, moi, mes collègues, c'est des personnes, enfin, c'est devenu des amis, je pars en vacances avec eux. Il y a beaucoup d'événements internes aussi. Il y a beaucoup d'événements Ouais. internes, tu vois, les soirées de Noël et tout, c'est toujours assez, Ok. assez bien festif, dynamique. Non, il y fait bon vivre. Ça travaille, hein, ça travaille dur. T'as l'air bien là. C'est parce que c'est les vacances, c'est pour ça. Et donc au niveau des horaires d'ailleurs, parlons-en un petit peu. Mais parlons-en. Les horaires en conseil en strat et au BCG en particulier. Ouais. Écoute, pareil, ça, les horaires varient, mais je me rappelle quand j'étais étudiant et que je posais cette question-là, j'aimais pas qu'on me réponde ça varie et tout, donc je vais te donner une réponse précise. En gros, j'arrive aux alentours de 9h Ouais. et tu finis, je dirais en moyenne, de façon en moyenne lycée, hein, ouais, je dirais 21h30, quoi. Tu vois, il y a des Ouais. moments où, tu vois, le vendredi, on pose le stylo souvent à 18h30, mais il y a des moments où, bah, tu vois, ça m'est déjà arrivé aussi de finir un peu plus tard dans la nuit, minuit, 1h, 2h. Donc, Ok. mais je dirais qu'en moyenne, c'est quand même incomparable avec les métiers de la banque d'affaires. Ouais. Donc, tu vois, au début, quand tu es junior, 9, 21h30, ça me semble plutôt cohérent, quoi. Ouais, puis en plus, quand t'es passé par du M&A avant, t'as envie de te dire là, c'est Ouais, ça se fait quoi, ça y est. ça se Ouais. fait, ça se fait. Mm. Après, on s'habitue vite aussi au, Oui, au rythme ouais. non M&A, mais oui, je suis d'accord que c'est quand même, c'est vraiment tout à fait Ok. différent. Et donc pour aller un petit peu salaire aussi, Ouais. à quoi on peut s'attendre je sais qu'on aime souvent entendre de package. Ouais. À quoi on peut s'attendre en commençant dans un cabinet de conseil en strat? Écoute, en gros, dans lequel je suis, en ordre d'idée, on commence sortie d'école, donc au grade associate, Oui. tu es dans une fourchette de 60K, tu vois. Ce que j'allais dire. Bah, tu vois, Ok, dans le ok. mille, t'as eu le nez fin, 60K brut annuel. Et après, progressivement, tu augmentes, mais je dirais que tu démarres à ça, quoi. 60K brut, hein, on est d'accord. Ouais, 60K Ok, brut c'est ça. annuel. Oui, oui. Ok, donc il y a un système de prime aussi ou pas comme dans Comme en banque banque d'affaires d'affaires, par tu veux exemple. dire? Oui, tu as un système de primes, mais du coup, c'est incomparable aussi à la banque d'affaires. Tu vois, en banque d'affaires, je sais pas, tu vas peut-être, admettons, gagner 80K brut annuel fixe. Parfois, tu vas avoir des bonus parfois, tu vas avoir dans les bonnes années 100% de ton bonus. Tout à fait. Ouais. C'est-à-dire, en sortie d'école, tu es à 160K.
Là, C'est au vrai. BCG, jamais t'es à 100% de ton, Ouais. en bonus, t'as jamais 100% de ton salaire fixe. Donc, je sais pas, tu vas peut-être avoir les premières années 5, 10, 15 quarts. Ok. Donc, voilà, un peu, voilà. Et comment ça évolue alors après en fonction des. Ah, ouais. Comment ça évolue en fonction des, ouais, de la pyramide ou autre? Alors, tout au long de la pyramide, c'est tellement loin que ça, j'ai pas les ordres de grandeur. Mais en gros, genre consultant, donc c'est-à-dire, tu vois, moi là, je suis consultant, admettons, c'est au bout de 2 ans, 2 ans et demi. Je dirais que là, pareil, en ordre de grandeur, tu dois être autour de 100K, quoi. Ok. Donc en vrai, non, c'est confortable, hein. C'est Ouais, confortable, ok. c'est honnête. Ok. C'est pas les métiers de la banque d'affaires, mais t'as pas non plus, t'as pas non plus le même rythme, et deux, si on, si tu compares un peu, enfin, en termes d'ordre de grandeur par rapport à tous les autres métiers, non, non, on se plaint pas, Oui. quoi, clairement. Ouais, c'est souvent l'image qu'on a, c'est de dire que c'est un bon compromis aussi Mm, pour les profils qui apprécient le business sans vouloir ouais, non plus finir trop tard tout le temps exactement, exactement. ou autre. Ok. Exactement. Il y a des endroits où tu feras beaucoup, beaucoup plus Ouais. d'argent. Et donc, si c'est ton critère numéro un, c'est peut-être Oui. pas forcément ce qu'il faut Voilà, c'est ça. chercher. Voilà, tout à Mais fait. voilà, c'est un arbitrage à Ouais, trouver, quoi. c'est vraiment, comme tu l'as dit, c'est le critère. Ouais, Qu'est-ce que c'est tout le plus dépend. important pour toi Ouais, dans ta exactement, carrière finalement? exactement. Il n'y a pas de bon ou mauvais choix. Moi, Ouais. je vais pas blâmer une personne qui me dit, moi, mon critère clé, c'est le cash, et du coup, Tu je peux. vais aller chez Goldman Sachs. Je vais pas le Je blâmer. comprends aussi, Chacun fait son vu les choix. préscolarisées des écoles et Bien sûr. aussi, je regarde un petit peu s'il y a des questions qu'on n'a pas encore. Si, une petite question aussi quand même Yes. sur tes premiers mois au BCG. Mm, Donc, on a parlé tout à l'heure de tes premières semaines, tes mm, premiers mois en mm, fait à Sciences Po. Tu arrives au BCG, donc là mm, pareil. mm. Essaie de te rappeler un petit peu tes premiers jours, tes premières semaines au BCG, comment Mhm. ça se passe. Écoute, moi, j'étais arrivé en juin 2024 au BCG, et c'était en gros, la façon dont ça se déroule, c'est tu entres, tu as 2 semaines de formation, Ouais. dont là, c'est super parce que tu es avec une promo, alors nous, la promo de juin, elle était assez réduite, on était, je sais pas, peut-être une 15-20 personnes, et donc tu vas avoir des formations, sur, bah, comment, la posture de consultant, sur comment, bah, tout simplement, faire des slides impactantes, comment relayer un message clé à un client. Donc, tu vois, tu as un peu des formations soft skills, des hard skills sur le métier de consultant. Tu as ça pendant 2 semaines. Et après, ce qui Ok. était trop bien, c'est que comme je suis arrivé en juin 24, je suis arrivé pile, genre 2 semaines après, il y avait le séminaire annuel du BCG où on était allé à Chamonix. Donc, je suis un peu vraiment arrivé dans la bonne période, quoi, ça allait. C'était assez sympa. Et ensuite, comment ça se passe? Bah, il va arriver un moment où on va te mettre sur une mission. Et ce qui est assez bien fait au BCG, c'est que tu as une personne ce qu'on appelle un talent coordinator, où en fait, c'est une personne avec qui tu vas dire tes préférences en termes de staffing. Ah bon, bah voilà, moi avant j'ai fait un peu de banque d'affaires, donc j'aimerais bien que mes premières missions, ce soit pour des fonds d'investissement et faire des due diligence. Et tu D'accord. vois, et comme ça ensuite, cette TC, Talent Coordinator, lorsqu'il va voir un tel type de mission apparaître dans l'ensemble des missions proposées, bah, va venir te voir et te dire, bah tiens, Alexandre, il va y avoir ça. Ok. Donc c'est assez bien Ouais, c'est fait, une tu belle vois. mise en Ouais, jambe, ouais. une belle mise en jambe. Une petite dernière question, on passer au vrai-faux. Parce que je vois l'heure qui passe et je ne veux pas T'inquiète, t'inquiète, non, tâcher trop non, tard. je t'en prie. Quelles sont selon toi les qualités qui sont essentielles à avoir pour travailler en conseiller en strat? Mmh, Je dirais que tu vois, la première qualité qui me vient en tête, c'est la curiosité. C'est-à-dire, tu l'as dit tout à l'heure, Benjamin, on passe un peu du coq à l'âne en termes de Oui, mission. c'est vrai. Donc, si t'es pas curieux sur comprendre, ok, mais comment fonctionne le biométhane, si t'es pas curieux sur comment fonctionne, j'ai aussi travaillé dans le domaine des pompes funèbres, tu vois, ou dans le domaine de l'industrie en venant de Sciences Po. Donc, je dirais qu'il faut vraiment, être curieux pour vraiment te renseigner par toi-même, parce qu'on te reprochera jamais de pas être sachant sur un sujet. Par contre, si on te reprochera le fait de ne pas te poser des questions, de pas creuser, de pas tirer, tu vois, le fil de cette Vouloir aller pelote, plus loin, quoi. de vouloir aller plus loin, Tout à fait. exactement. Ok. Donc, curiosité. Je dirais, 2, travailler en équipe. Ça, c'est, tu vois, tout le monde n'aime pas travailler en équipe, hein. En l'occurrence, au BCG, et même je pense dans le métier du conseil, c'est clé. Hmm. On n'arrive à rien tout seul. À chaque fois qu'on est sur une mission, c'est par équipe, et donc il faut aimer travailler en équipe. Sinon, bah, tu seras, tu vois, tous les matins, tous les jours, on a des réunions. Donc si tu as un peu une aversion, une phobie, et que tu es plus à vouloir là travailler en chambre, Ok. tu seras pas forcément des plus heureux.
Si je devais trouver un troisième point en qualité, moi, quelque chose que je ressortais souvent à l'entretien, et ça m'a notamment été apporté par la banque d'affaires, c'est la rigueur. Mine de rien, tu vois, un client, il te paye X millions d'euros pour une mission. Si tu sors un faux chiffre, si sur tes slides, à chaque fois, tu as un peu des typos, donc des erreurs, tu peux pas te permettre, quoi. Ok. Donc, je dirais, une fois, c'est OK, ça arrive à tout le monde. Bon, si tu répètes l'erreur plusieurs fois, on va commencer à se poser des questions. C'est cohérent. Donc, voilà. Et merci beaucoup. Je crois qu'on a vraiment balayé l'ensemble des questions. On va passer au vrai-faux. Juste en répondant vrai ou faux. OK. Ah, J'ai le droit à un peut-être, non, vrai, faux. Bref. Essaie de faire vrai ou faux. OK. Et, Et je si on a détaille, eu. Allez. OK, et je détaille ou pas? Ou Non, ça va? justement, c'est Juste, vraiment, OK, je me vraiment tais, vrai tac. faux. Il faut absolument venir d'une école du top 3 pour intégrer un MBB. Faux. Les profils Sciences Po sont moins bons en case que les profils d'école de commerce. Faux. Le conseil en strat, c'est surtout du PowerPoint. Non, faux. On apprend plus en 1 an de conseil qu'en 3 ans d'école. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Le conseil en strat est incompatible avec une vie perso. Faux. Il faut être excellent en maths pour réussir en conseil en strat. Archi faux. Ça vient du cœur, ça. Le prestige du cabinet compte plus que ce qu'on y apprend réellement. Archi faux aussi. Passer par le conseil est le meilleur tremplin de carrière possible. Pas forcément meilleur, mais c'est vrai. Le conseil en strat est un bon choix quand on ne sait pas encore ce qu'on veut faire. Ça, c'est très vrai. Ah ouais. Le conseil en strat, c'est surcoté. Non, faux. Le BCG est le meilleur des cabinets des MBB. Pour moi, oui, mais je sais que ça ne conviendra pas à tout le monde. C'est pas tout le monde qui sera content d'être dans une structure de 1300 personnes. Mais pour moi, oui, vrai. Pour toi, vrai, ok. Bah, écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu as Merci, je sais Benjamin. pas, un ultime conseil, quelque chose qu'on n'a pas encore abordé, peut-être que tu aimerais adresser aux étudiants qui nous regardent, en sachant que voilà, c'est vraiment composé, l'audience est vraiment composée donc, d'étudiants, de jeunes diplômés. Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais faire passer? Et si oui, tu peux t'adresser à la caméra qui a juste Ok. ici. Là. Écoute, moi, si j'ai peut-être un dernier conseil à dire, ça serait in fine, que ce soit pour faire du conseil, faire de la banque d'affaires ou autre, pour moi, vraiment, la chose qu'il faut cultiver, notamment quand on est, que ce soit en terminale, quand on est étudiant, ou même quand on est déjà diplômé, ça va être la curiosité, vraiment au quotidien, être un peu intéressé par tout, parce que c'est comme ça qu'on va rencontrer du monde, tu vois, comme ça qu'on s'est aussi connu. C'est vraiment comme ça où des opportunités vont pouvoir s'offrir. Donc moi, je pense que plus tu vas être curieux, plus tu auras de belles opportunités qui s'adresseront à toi, je pense. Bon, bah, merci beaucoup, merci d'être venu encore vraiment. Ça fait Merci, Benjamin. super plaisir. C'était chouette. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner, à liker, à commenter, à partager l'épisode si vous a été utile à vos proches. Alors, on rappelle que le podcast Jeune Deep était un podcast du média Plein Grandes Écoles, un média qui existe depuis maintenant 5 ou 6 ans, où on a à cœur de retracer l'actualité des grandes écoles d'ingénieurs, de commerce, des universités, et de vous montrer tous les chemins possibles après des études ambitieuses. Voilà, c'était Benjamin pour Jeune Deep et Alexandre Bouton, du coup, du BCG pour cet épisode-là. À bientôt.